Alors, on a 11h01, on peut commencer. On attend encore l'ordre de Benjamin. Benjamin, on peut commencer? Je crois. D'accord. Oui, on peut commencer, oui. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien depuis chez vous, malgré cette période difficile de Covid. Nous allons entamer donc l'atelier sur des partenariats innovants pour la co-construction d'écosystèmes de l'ESS dans les territoires. Et comme vous savez, avec la Covid, on a suffisamment vu que l'économie mondiale, l'économie classique, qui est d'ailleurs basée sur du capitalisme, est à bout de souffle, et aussi les derniers événements de la planète, notamment les feux de végétation et beaucoup d'autres catastrophes survenues, ont montré quand même que il va falloir mettre l'homme au centre de l'économie. Et donc, il est aussi important que l'intercoopération ou les partenariats bénéfiques entre diverses organisations multiformes de l'ESS que vous connaissez autant que moi puissent être travaillés ensemble à travers des échanges, que ce soit d'expérience ou d'expertise, ou que ce soit de tout ce dont elles disposent, puissent s'échanger pour afin de construire un monde meilleur auquel nous aspirons tous. Et donc, au niveau du GESEF, comme vous savez, il y a beaucoup nous sommes nombreux, hein, la plupart des organisations à travers des zones géographiques œuvrent dans leur contexte et donc on va donc discuter de long en large sur le rôle de l'intercoopération et aussi de la globalisation des partenariats, de la notion de l'ESS aujourd'hui et placer cela dans un contexte bénéfique, hein, en fait, de faire développer des alliances au niveau mondial pour promouvoir l'économie sociale et solidaire. Et aussi, c'est le but de nous dire ou de mettre en valeur le rôle des réseaux d'intercoopération comme stratégie viable pour une sortie durable des crises. Et donc, je vous présente brièvement, nous avons M. Ben Amar Zegadi, qui est de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, CRES Mayotte, qui est délégué national de l'ESS France Outre-mer. Est-ce que vous êtes là, M. Ben? Je suis là, oui. Ouais. Parfait, parfait. On a ensuite Madame Maude Carouel, qui est la vice-présidente à l'économie sociale et solidaire de la région Nouvelle-Aquitaine. J'espère qu'elle est là. Oui, bonjour à tous et à toutes, je suis là, je suis présente. Parfait, parfait. On a pour finir Monsieur Roderick Egal, qui est délégué général de l'IES Med. J'espère que vous êtes bien là. Bonjour, bonjour. Oui, je suis là depuis Barcelone, Tunis, la Méditerranée que j'ai derrière moi. Super. Alors, nous allons donc passer la parole à Monsieur Ben Amar Zegadi pour nous parler de l'ESS et donc de l'impact local pour une économie mondiale. Si vous êtes là, vous avez la parole, monsieur. Oui, merci Kevin de me donner la parole. Bonjour Maud, bonjour Roderick, bonjour à tous, Benjamin et tous ceux qui sont connectés. Alors, je vais parler modestement et il ne faut pas m'en vouloir depuis un territoire beaucoup plus petit que la Méditerranée puisqu'on se situe dans le canal du Mozambique, dans l'océan Indien et éventuellement, si vous ouvrez une carte du monde, je suis à peu près certain que vous n'arriverez pas à localiser Mayotte tellement c'est tout petit. Et pour autant, c'est la France des mers, c'est déjà l'Europe des océans qui se trouve sur ce petit caillou de 375 km² qui expérimente depuis quelques années l'idée de construire sur ce caillou, avec un des plus beaux lagos du monde, je tiens à le dire tout de même, un hub de réconciliation économique. Alors, on a un territoire très, très particulier, bien que la France, parce qu'on a juste des chiffres ou des indicateurs hors normes. 82% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.
75% de la population a moins de 20 ans, 60% de la population est étrangère et 40% d'entre elles est en situation irrégulière. On accuse un retard en matière de développement. On est la région la plus pauvre d'Europe après la Bulgarie. Donc, on a des indicateurs qui font qu'in fine, si on les prend froidement, on se dit « Waouh, c'est quoi ce bled ?» quoi. En revanche, du point de vue de l'ESS, c'est une formidable opportunité de transformation et notamment d'accompagner les transitions plurielles pour permettre les autonomies au pluriel, des autonomies qui ont été révélées notamment dans le cadre de cette crise sanitaire mondiale. Et pour ce faire, on a commencé à se penser et penser le territoire avec la collectivité, qui est une collectivité unique à Mayotte. Il n'y a pas un conseil départemental, il n'y a pas un conseil régional. Il y a une collectivité unique qui a les deux missions de ces deux collectivités. Et on a commencé à réfléchir avec les instances de la collectivité à ce qu'on appelle un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation qui intègre dans le droit français et qui a pour obligation d'intégrer une stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire qu'on a voulu elle aussi internationale. Il ne s'agissait pas d'avoir un document de développement économique et d'une annexe dans le fond de ce document qui se rappellerait une stratégie régionale de l'ESS. On a voulu, et la région a joué le jeu, je trouve ça plutôt ambitieux, de faire de l'économie sociale et solidaire un élément de transversalité de la stratégie de développement économique et par essence et par effet de développement territorial. Alors, fort si vous voulez, d'une légitimité à la fois dans la loi française et son article 6 de la loi du 31 juillet 2014, qui dit notamment qu'une chambre régionale de l'économie sociale et solidaire en Outre-mer peut faire de la coopération régionale et internationale, fort également de cette stratégie régionale de ce fameux SRDE2I dans sa dimension internationale. On s'est rendu à Bilbao en 2018 et on a participé pour se rendre là-bas à un espèce de cluster européen qui s'appelle ESER, European Social Economy Regions, qui nous a permis de rencontrer ou de benchmarker ou de réfléchir de façon commune ou tout du moins de confronter des points de vue, ce qui nous a permis de monter un premier cluster, ou je dirais plutôt un sous-cluster, avec des territoires qui présentent les mêmes caractéristiques que les nôtres. Il s'agit du Groenland et d'Aruba. Alors, Mayotte, le Groenland et Aruba, c'est un peu improbable en termes de rencontres, tellement l'un est froid, l'autre est chaud, et c'est incroyable. Mais on partage au moins deux caractéristiques communes. La première, c'est que dans nos relations à nos métropoles européennes, nous sommes les territoires les moins développés. Mayotte, comme le Groenland pour le Danemark et Aruba pour les Pays-Bas, accusent des retards notables en matière de développement et d'équipement. La deuxième caractéristique, c'est qu'on a une géopolitique particulière. Il n'a échappé à personne qu'en 2018, un certain président américain, Donald Trump, avait des velléités de devenir propriétaire du Groenland, tout comme à Mayotte, ce territoire français est revendiqué par son voisin les Comores, tout comme Aruba a des velléités, alors historiques, jamais très manifestement politiques, du Venezuela comme propriétaire de ce territoire. Donc, on se retrouve avec deux caractéristiques communes et on commence à avancer bon an, mal an sur l'idée d'échanger des bonnes pratiques, d'échanger sur la question de, pas ce qu'est l'ESS, mais des normes communes, en tout cas ce qu'ils pouvaient faire commun en matière d'économie sociale et solidaire. Et puis est arrivé le Covid. Il a pris tout le monde par surprise, j'ai l'impression, ce truc-là. Donc, pris en embuscade dans ces échanges, on a Aruba, le Groenland comme nous, on a commencé à concentrer notre force de frappe sur le soutien à nos entreprises de l'ESS en région et la capacité d'être ressources les uns vis-à-vis des autres, de créer, si vous voulez, de la solidarité technique et de l'échange pendant cette séquence-là,
un échange qui a très vite été traduit par de la… C'est marrant hein, quand même en période de crise, on continue à générer de la valeur et par la création de biens et de services. Par exemple, on a accompagné une coopérative de pêcheurs depuis Mayotte au Groenland, une entreprise de l'ESS à Aruba en hydroponie, et on a continué comme ça par l'accompagnement technique à consolider la réalité de ces entreprises-là. Donc, c'était plutôt encourageant pour nous depuis notre lagon, mais et du coup, ça nous a donné un peu des ambitions. On a créé un deuxième cluster là, mais plus à l'échelle de notre région, avec le Kenya, le Mozambique, la Tanzanie et les Comores, justement, pour tenter d'expérimenter, si vous voulez, une espèce d'espace de coopération. Alors, ce n'est pas un cluster juste pour échanger de la bonne pratique et de la connaissance, là, pour le coup, parce qu'on est sur des mondes, bien que proches, diamétralement opposés. On est dans un environnement anglo-saxon avec le Kenya, la Tanzanie, lusophone avec le Mozambique, swahili en commun de toute façon, francophone avec les Comores et évidemment Mayotte. Et on est sur des logiques, si vous voulez, en matière de développement économique un petit peu particulières, puisqu'au Mozambique, on vient de découvrir du gaz et du pétrole, Basquieux, etc. Donc, et en même temps, on est dans une perte de la biodiversité mondiale ou un écrin en la matière dans la région. Donc, on est en train d'essayer de créer un espace pas de coopération, mais de B2B entre entreprises de l'ESS, et avec l'idée que dans la zone, on doit grandir en même temps sur les questions de normes, sur les questions de business, en matière d'économie sociale et solidaire, dans quelque chose de partagé, de co-construit, de co-réfléchi, et nous l'espérons co-gouverné. Il existe par ailleurs un espace politique dans cette zone qui s'appelle la Conférence de l'océan Indien, que la France va présider dès le mois prochain, et pour un moment. Ça tombe bien, ça tombe en même temps ou quasi de façon concomitante avec la présidence de la France en Europe. Et on a l'idée que ce cluster plus local avec ce cluster plus macro crée des synergies, crée des alliances possibles. Le Groenland avec le Kenya, le Mozambique, etc. Mayotte, plus Aruba, tout ça dans l'histoire. Je trouve que ça fait, nous trouvons en tout cas que ça fait une belle plaisanterie. Alors, on a des chiffres qu'on peut mettre à disposition en termes de réalisation sur ce qu'on a pu produire dans le cadre de ce premier cluster et ce deuxième cluster. Mais l'idée, c'est vraiment se saisir de cette opportunité de ce Covid, en fait, qui est un révélateur de réalité, mais qui dessine pour nous des opportunités, de vraiment faire du commun là. Et du commun là où on ne l'attend pas. C'est ça qui est important pour nous. C'est-à-dire, nous, on nous attend, vous êtes une île, première caractéristique géographique, vous êtes la France et l'Europe, une caractéristique politique, mais aussi d'influence. Et donc, puisque vous êtes ça, on attend de nous une inscription dans ces espaces politiques et géographiques. Or, je crois que le Covid vient de nous expliquer qu'on doit un peu changer de paradigme et plutôt que se vivre en tant que nation, continent, il faut vivre dans sa zone, dans ses réalités. Il n'est pas nécessaire de faire venir des masques de Chine via Le Havre pour arriver à Mayotte. Peut-être qu'il est nécessaire de faire autrement la production. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait très vite des entreprises de l'ESS. Localement, on produit nos propres masques en attendant ceux qui n'arrivaient pas, en tout cas depuis la métropole. Parce qu'encore une fois, si c'est arrivé tard en France, ça veut dire que ça arrive encore beaucoup plus tard dans nos îles. Donc, la question de l'insularité, c'est devenu une opportunité pour nous de faire de ce territoire un hub de l'ESS et donc un hub de pénétration permettant la réconciliation économique. Et quand je parle de pénétration, c'est à partir des clusters.
Et donc là, on est sur une deuxième phase. Il va y en avoir une troisième. Il n'a échappé à personne dans l'histoire mondiale que la France vient de recevoir un petit camouflet en matière de vente d'armes dans son rapport dans l'espace d'échange Indo-Pacifique. Et cette France-là est quand même membre de cet espace d'échange économique qui va de l'Afrique du Sud jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Nous sommes sur cette route-là et il est évident que dans cet espace économique, je crois, qu'on doit faire en sorte que l'ESS ait une place plus puissante qu'elle ne l'a aujourd'hui. Et dans les échanges qu'on peut avoir avec aujourd'hui l'Inde, les Seychelles, Maurice, mais aussi la Malaisie, des échanges informels, évidemment, hein, dans le cadre des réseaux internationaux, on sent bien qu'il se passe quelque chose et on a bien l'intention que cette chose-là ne soit pas, si vous voulez, quelque chose qui reste dans l'incantation ou dans un absolu rêve doux ou une utopie. On veut vraiment le transformer. Alors, on a des équipes qui y sont dédiées, on est à l'œuvre et jamais cela n'aurait pu se faire si on n'avait pas eu, à un moment donné, des rencontres et des échanges qui, pour le coup, nous ont permis de rêver à Bilbao en 2018. Voilà pour une présentation synthétique de comment nous avons tenté de répondre au sujet, à l'enjeu. Évidemment que nous nous tenons à votre disposition pour toute question et puis tout complément post-séquence qui a lieu aujourd'hui. Bon, merci de m'avoir suivi et merci Kevin de m'avoir donné la parole. Alors, merci à M. Ben, merci pour vos mots. Merci d'avoir présenté un peu la Crest Mayotte, qui est une initiative locale, mais à vocation internationale, qui essaye de mettre en place des hubs et des clusters pour essayer de partager l'expérience de Mayotte et de se confronter aussi à des réalités des autres pays, des autres continents. C'est merveilleux tout ça. On va donc passer maintenant la parole à Madame Maud Carouel, qui est vice-présidente à l'ESS de la région Nouvelle-Aquitaine, qui va nous présenter un peu le cadre de la Convention de coopération quadripartite de la région. Madame Maud, vous avez la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Maud Carouel, vice-présidente à la région Nouvelle-Aquitaine. Vous pourriez, s'il vous plaît, rabaisser un petit peu votre écran. Rabaisser. Il y a que la moitié de votre visage qui se fait voir. C'est parfait. C'est mon masque, en fait. Voilà. Voilà, là, bon. C'est beaucoup mieux. Là, ouais. C'est beaucoup mieux. OK. Donc, Maud Carouel, vice-présidente à la région Nouvelle-Aquitaine en charge de l'ESS. Donc, nouvellement élue, premier mandat. Juste avant de parler de la convention quadripartite, effectivement, ce que disait Monsieur Ben Zegadi sur le SR2I, voilà, cette volonté à l'échelle régionale de construire un schéma développement économique, environnemental et qui permet, ce schéma, en tout cas, nous, on est en cours de révision de ce SRDE2I. En tout cas, il a été co-construit avec les acteurs du territoire, élus, acteurs du territoire et services de la région Nouvelle-Aquitaine. Il ne s'est pas fait seul et la révision engagée inclut aussi les acteurs du territoire. Et je pense que c'est important, voilà, d'être avec la réalité de ce qui se passe sur les différents territoires. En tout cas, la politique de la région Nouvelle-Aquitaine, elle est engagée depuis de nombreuses années dans la mise en lumière de l'économie sociale et solidaire. Et effectivement, au niveau concret de ce qui s'est fait, donc il y a des... comme exemple, donc ces fameuses feuilles de route ESS qui ont été contractualisées entre la région Nouvelle-Aquitaine, des départements et également des EPCI. Et effectivement, nous avons contractualisé dernièrement avec la métropole de Bordeaux
la mairie de Bordeaux et le conseil départemental de la Gironde. L'objectif de ces feuilles de route, c'est vraiment de travailler en commun sur des actions concrètes sur le territoire, prendre en compte les différents acteurs, les manques et éventuellement les difficultés de coopération et voir derrière qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça puisse drainer au mieux et mailler l'ensemble du territoire. Donc, c'est vraiment cet objectif-là. Et puis, avoir la souplesse de revenir dessus pour réajuster s'il faut ou compléter en fonction des mouvances du territoire. Ça, c'est essentiel. Et il reste encore du chemin à parcourir parce que, en tout cas, la région de Nouvelle-Aquitaine, c'est une grande région à notre petite échelle du monde, mais voilà. Donc, on couvre 12 départements, donc il n'y a que 4 contractualisations avec les départements. Donc, il reste encore du chemin à faire et du chemin à travailler sur l'acculturation à l'ESS, mais on sent qu'il y a quand même, j'en discutais encore ce matin, on sent qu'il y a une dynamique et qu'il y a vraiment une envie. Alors, est-ce que c'est la crise sanitaire qui a aussi accéléré ce mouvement ESS? Est-ce que aussi, il y a, en tout cas sur nous, la France, il y a eu des changements au niveau des élus, donc des nouveaux élus, un rajeunissement des élus, donc peut-être aussi voilà, dans des approches différentes. En tout cas, ce qu'on voit là maintenant, c'est que ce développement de l'ESS permet de travailler les transitions, parce que là, on n'a plus le choix, hein, on le voit avec le rapport du GIEC, hein, il faut qu'on avance et qu'on passe rapidement à l'action. Et la souplesse des structures de l'ESS permet de travailler les mobilités nouvelles, permet de aussi apporter des solutions. Nous, en tout cas, le télétravail a été, et je pense que dans tous vos pays, je ne sais pas quels sont les pays qui sont présents, mais en tout cas, partout, le télétravail s'est développé et on voit que il y a une envie de tout en favorisant le télétravail, de se retrouver dans des lieux communs. Donc, une nouvelle façon d'aborder le travail et avec aussi une envie de s'installer dans des milieux plus ruraux. Voilà. Et du coup, cet accompagnement à de nouveaux lieux de vie, voilà, la région Nouvelle-Aquitaine, en tout cas, favorise et impulse ces nouveaux modes de vie, ces nouvelles coopérations sur les territoires. Et on le voit aussi sur tout ce qui est économie circulaire, donc le réemploi, la revalorisation. Déjà, des structures de l'ESS sont engagées, mais on sent que notamment, par exemple, les recycleries, hein, là où on récupère de la matière pour la valoriser et la revendre, il y a de nombreux projets dans ce sens qui sont portés par des territoires. Donc, je pense que la crise sanitaire a fait accélérer les choses et que l'ESS est une réponse justement à cette facilitation des nouvelles transitions et au développement des nouvelles transitions. Et ça, c'est vraiment, en tout cas, on le sent à l'échelle de la région. Et après, il y a des actions qui ont aussi eu lieu, mais maintenant on est dans l'après. Mais effectivement, pendant la crise sanitaire, on a vu la mobilisation des structures de l'ESS. Hein. Tout à l'heure, vous parliez des masques. Effectivement, il y a eu énormément de structures de l'insertion par l'activité économique, notamment qui ont développé cette fabrication de masques. Et puis après, derrière la valorisation de ces masques aussi, il y a des choses qui se sont engagées. Après, tenter de sortir les personnes de l'isolement, parce que ça n'a pas été une période facile. Et donc ça, les structures de l'ESS ont été présentes à ces moments donnés pour tenter de créer du lien, faire en sorte que les gens se sentent moins seuls et moins isolés. Donc, en tout cas, voilà, concrètement, c'est ce que je dirais sur l'accompagnement. Et en tout cas, nous, au niveau de la région, à impulser
pour plus de transition avec les structures de l'ESS. Mais voilà, comme je dis, c'est de la co-construction et puis c'est aussi du travail avec les acteurs du territoire et c'est eux qui portent les projets. Hein, si un projet marche, fonctionne, c'est parce que derrière, voilà, il y a du monde qui porte ces projets. Voilà ce que je dirais pour ma part. Désolé, j'ai encore mon micro, je parlais dans l'air. Alors, parfait. Merci pour, pour vos mots, pour votre présentation de la Convention de coopération quadripartite et de la région Nouvelle-Aquitaine. On espère bien que cela puisse permettre en fait de développer de nouveaux axes de coopération et voilà, afin de promouvoir l'économie sociale et solidaire. On va donc aller maintenant à M. Roderick Egal, qui est délégué général de IES Med, qui va nous parler de l'économie sociale et solidaire, expression de lutte contre les inégalités socio-économiques et développement local dans les pays du Sud. Donc, il va plus parler du cas de la Côte d'Ivoire. Monsieur Roderick, vous avez la parole. Ah non, je ne crois pas que je dois parler de ça. Hein. Ah ben, c'est de ça que vous devez parler. Non, ça ne doit pas être prévu comme ça, d'autant que la Côte d'Ivoire, j'y connais rien. Donc, il doit y avoir une petite interversion dans les… Non, c'est parce que Malik n'a pas pu venir, donc voilà, c'est ça. Ah Bon. Non, parce que je me demandais si c'était un piège. Bon, après, hein, on peut toujours improviser des trucs. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il faut que tu improvises, Roderick, non? Oui. Je peux aussi parler du Groenland. J'ai quelques infos sur la température moyenne. Mais bon, au-delà de ça, je ne suis pas sûr d'apporter beaucoup. Donc, bon, écoutez, je vais enchaîner. La Méditerranée. Je vais enchaîner sur la Méditerranée, puis un petit peu sur l'Afrique quand même, parce qu'on est quelques Africains, entre guillemets, dans cette table ronde. Bon, d'abord, remercier le G7 pour son invitation, exprimer tout le plaisir qui est le mien d'être avec nos collègues de Nouvelle-Aquitaine et puis aussi de Mayotte. Petit clin d'œil pour Mayotte, on s'est raté l'année dernière, mais on finira bien par se retrouver. D'autant que ce que vous avez raconté était tout à fait passionnant, avec un certain nombre de mots-clés qui forcément font tilt, je dirais, par rapport à ce qu'est notre propre démarche. Donc moi, assez rapidement, je vais essayer de vous situer à quoi on joue, qui est un petit peu complexe, qui est un petit peu dispersé, en apparence tout au moins, mais qui a un objectif central, une finalité, qui est de faire avancer l'économie sociale et solidaire en Méditerranée. Donc, je me lève avec ça, je vis avec ça, je me couche avec ça, et le lendemain, on recommence. Étant une coopérative, on s'est créé il y a 10 ans, coopérative européenne. On aurait fêté notre anniversaire le 23 septembre dernier si on avait eu le temps. On n'a pas eu le temps. On verra si on peut le fêter à la fin du mois de novembre à Sousse. On verra pourquoi. Et puis sinon, ça sera l'année prochaine. Mais on s'était créé à quelques-uns, personnes physiques, personnes morales, il y a donc 10 ans. En se disant, bon voilà, il faut que les choses changent en Méditerranée. L'ESS, c'est un levier pour ça. Et essayons d'œuvrer utilement pour la cause. À partir d'une approche quand même très entrepreneuriale, on n'est pas une ONG, on n'est pas une agence publique évidemment, on n'est pas, voilà, on est des privés, des coopérateurs qui ont décidé de mouiller le maillot. S'ils avaient su, je pense qu'ils auraient peut-être fait autre chose, parce qu'on y a laissé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, dans un contexte qui n'était pas très favorable. Mais au bout de 10 ans, bon, on peut vérifier que globalement, quant au sujet, on avait un peu raison, et qu'il y avait beaucoup de choses à faire en matière de ESS en Méditerranée, alors pas seulement au sud, surtout les rives, qui sont 3, de cette mer que je ne peux pas vous décrire, mais qui est à la fois notre berceau culturel à beaucoup et qui est aussi aujourd'hui un vaste cimetière, ce qui n'est pas à l'honneur, je dirais, de l'ensemble de ces pays. Donc, IESMED, ça veut dire Innovation et Économie sociale en Méditerranée, ça affiche la couleur.
Et puis, à partir de là, on a commencé à bosser sur différents pays, et notamment sur la Tunisie, pour des raisons à la fois circonstancielles et aussi stratégiques. Je ne vais pas vous refaire l'histoire des printemps arabes, de la révolution de Jasmin, etc. Nous a semblé un de ces pays sur lesquels il était possible de construire. Ce terme de construction est important. Je vois qu'il est, avec tous les autres mots-clés, il figure dans le titre de notre séance. On parle de partenariat, on parle d'innovation, on parle de co-construction, on parle d'écosystème, on n'a quasiment rien oublié. Donc, c'est très bien. Et voilà, de construire dans le dur, contrairement à ce qui est souvent quand même la tendance de la coopération au développement, sur laquelle je ne vais pas trop m'épancher parce que ça nous rallongerait, mais où on est souvent un petit peu malheureusement dans le conjoncturel, dans le cyclique, on fait des programmes qui durent 3 ans, puis après on passe à autre chose. Nous, on pense qu'il y a de la place en Méditerranée et bien sûr ailleurs pour construire véritablement des écosystèmes, puisque c'est le mot à la mode. Ça prend du temps, beaucoup de temps. Ça prendra du temps, mais c'est possible en Méditerranée, comme en Afrique, comme ailleurs. Aujourd'hui, quels sont nos… Alors, je ne vous fais pas l'historique, peu importe, focus sur la Tunisie, même si on est sur l'Algérie, sur le Maroc, évidemment, on travaille en Catalogne, en Espagne, évidemment, on travaille avec nos amis français, évidemment, on a l'intention de travailler un peu partout sur le périmètre qui est le nôtre. Avec cette idée à travers IESMED de monter un cluster coopératif. J'ai vu que le terme de cluster était utilisé assez souvent par mon collègue de Mayette. C'est là qu'on voit qu'il a beaucoup fréquenté la Commission européenne parce qu'ils adorent les clusters. Du coup, on reprend aussi le terme. J'ai eu le plaisir de travailler dans un groupe de travail du groupe d'experts de la commission, le GECES, auquel on participe, sur le sujet des clusters de transition, je ne sais plus très bien quoi, écologique et sociale, je crois. Ça a dû se finir comme ça. Au départ, l'idée, c'était des clusters d'économie sociale, donc va pour les clusters. Et nous aussi, IESMED, nous définissons aujourd'hui comme un cluster coopératif, ouvert à tous et à toutes, pour travailler ensemble sur, une fois de plus, la construction dans le dur d'une Méditerranée d'économie sociale et solidaire. Nos 2 grands sujets cette année, pour illustrer un petit peu plus concrètement à quoi on joue, c'est d'une part un centre de ressources de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle DARES, dans un curieux mix de tunisien, de dialecte tunisien et de sigles français, ça veut dire la maison de l'ESS, DAR ESS. Et ce centre de ressources, qui, à ma connaissance, est une première mondiale au niveau national. Évidemment, on n'est pas plus malin que les autres, donc on n'a rien inventé. On s'est contenté de piquer, je dirais, les différentes inspirations, mais de les mettre à l'intérieur d'un hub. Il faudra que vous me rappeliez ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que j'ai entendu parler de hub de réconciliation. Je ne sais pas si le dernier mot, c'était économique, mais c'était, j'ai bien aimé le hub, la réconciliation, et puis bien évidemment l'économie qui est quand même au centre, au cœur de notre action. Donc DARES, c'est une commande de l'Union européenne, il y a quelques années, il y a 4 ans exactement, sur la base de centres de ressources régionaux qu'on avait commencé à créer et à développer, que nous appelons dans notre vocabulaire à nous des CITES, des cités de l'économie sociale et solidaire. Et nos collègues de l'Union européenne nous ont dit, tiens, ça serait sympa que vous nous construisiez l'étage du dessus. Vous avez déjà testé des trucs qu'on va appeler des centres de ressources au niveau régional, plateforme de concertation, production de services, enfin bon, bref, tout ce qu'on peut mettre dans ce genre de choses. Et attaquons le 2e étage de l'écosystème au niveau national, de façon à avoir quelque part un fournisseur de services de ces centres régionaux. Bien évidemment, nous, le national, on essaye de connecter à l'international de façon à ce que ces différents niveaux puissent s'amuser ensemble d'une part et surtout faire des trucs utiles. Voilà, donc c'est DARES, ça a été inauguré le 19 mars dernier. C'est aussi physiquement, je dirais, quelque chose. Je ne partage pas de présentation, Benjamin, je te rassure. Je vais juste changer mon fond virtuel de façon à ce qu'on voit l'immeuble actuel de DARES. Donc, ce n'est pas un boui-boui, hein, c'est un bâtiment style colonial sur 4 étages, etc., avec un certain nombre de mètres carrés.
et qui abrite, je dirais, les différents pôles que nous avons conçus à l'intérieur. Un pôle que j'appellerais connaissance, qui est l'observatoire, un pôle plus orienté transfert, on est sur le sujet des réplications et du partage de l'innovation sociale, un pôle financement, dont on sait tous que c'est un des sujets. Alors, il n'est pas là pour donner de l'argent, mais il est là pour accélérer, je dirais, la réflexion en matière de finances solidaires. Quand on avait eu cette page blanche, un centre de ressources, on s'était dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait dans la page blanche? Les ressources, c'est d'abord de la connaissance à concentrer et à partager avec les autres. C'est pas la peine que chacun essaye de se la construire dans son coin ou aille chez Google tous les jours pour essayer de savoir ce qu'il faut savoir sur l'ESS en Tunisie ou ailleurs. Transfert, c'est parce que d'expérience, on sait que le sujet des réplications, pourquoi réinventer l'eau tiède alors qu'il y a déjà, par rapport à un certain nombre de besoins, des solutions super qui existent à droite ou à gauche? Eh ben, montons des dispositifs, des méthodologies, des outils qui permettent d'accélérer ce partage. C'est du nord-sud, c'est du sud-sud, c'est du sud-nord, c'est du est-ouest, c'est dans toutes les directions qu'on veut. Les finances, voilà. Comment faire démarrer un écosystème de financement de l'ESS dans un pays comme la Tunisie, qui est vierge d'à peu près toute chose. Et pour ça, on a l'expérience d'un certain nombre de pays étrangers. Il y a la France, bien sûr, il peut y avoir le Québec, il peut y en avoir d'autres. Essayons là encore d'accélérer, de faire levier pour qu'en Tunisie se crée un écosystème d'économie sociale au niveau national, au niveau régional, au niveau local. Tous les étages sont à construire, on essaye d'apporter notre petite contribution. Donc ça, c'est DARES, et DARES est en recherche de partenariats de tout type, institutionnel, politique, financier, d'expertise. On voudrait véritablement que l'ensemble de la planète ESS, pas seulement les Européens, pas seulement les Africains, même si bien sûr les Européens et les Africains, puissent se sentir chez eux, chez DARES, le voir comme ce qu'il doit être, c'est-à-dire une sorte d'ambition partagée, un pivot eurafricain. Avant-hier, mon ami Madani Koumaré du RAES disait « ça devrait être le centre de ressources africain ». J'ai bien l'intention de parler, bien évidemment, de façon très approfondie avec ce que j'appelle le B4, les Bordelais, néo-aquitains, département métro. Comment pourrions-nous travailler ensemble, je dirais, sur ce centre de ressources, etc., etc. Voilà, lieu d'expérimentation, lieu d'échange, lieu de transfert, lieu de partage, lieu pour faire avancer l'ESS en Tunisie, au Maghreb, en Afrique, en Méditerranée. Deuxième sujet, et puis je terminerai là, ce soir, on y consacre une autre séance, un autre Zoom GCF. On va parler ce soir virtuellement depuis Sousse, devenu cette semaine coprésidente Afrique aussi du GCF. On va parler d'un forum qui aura lieu dans 2 petits mois, 1 mois et demi, fin novembre. Premier forum méditerranéen de l'économie bleue solidaire. Alors, DARES, on était sur de la construction, je dirais, voilà, d'un hub. Là, on est sur la construction d'un concept. L'idée de départ est assez simple. ESS, on sait ce que c'est. On se rend compte souvent que ce n'est pas très audible, en tout cas hors des pays qui ont une tradition ESS. En revanche, il se trouve qu'un sujet comme l'économie bleue a débarqué en Méditerranée. L'économie bleue, c'est quoi? C'est l'économie verte, printemps bleu. C'est donc de l'économie de la mer qui, soi-disant, va être super créatrice d'activités, super écologique, tout ça, tout ça, tout ça. On n'est pas obligé d'y croire, mais ça fait partie des sujets qui sont fléchés, je dirais, dans l'agenda politique international. Et donc, on a eu l'idée assez simple d'articuler cette fameuse économie bleue qui a le vent en poupe avec l'ESS qui, à l'époque, ne l'avait pas autant. Sur une région, je le répète, comme la Méditerranée. Et ça nous donne l'économie bleue solidaire que nous allons co-construire. Nous allons lancer la co-construction, je dirais, en Méditerranée,
autour, bien évidemment, de la transition écologique et solidaire pour rassembler véritablement les deux familles et pour partager, en Méditerranée, bien sûr, pour partager, pour faire, pour construire, là encore. Nous lui avons donné une marque. Ça s'appelle MEDEPS, c'est pas très joli, pour Méditerranée et économie bleue solidaire. Et MEDEPS, c'est un forum, un cluster, une fois de plus, des territoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on développe une association de préfiguration, premier cluster méditerranéen de l'économie bleue solidaire. Ça, c'est pour s'inscrire dans une dynamique politique et aussi d'action qui associe l'ensemble des partenaires qui le souhaiteront autour du bassin méditerranéen. On monte un forum, c'est un forum, pour créer des échanges, pour créer des liens, pour sortir une déclaration politique, pour fixer une stratégie, une feuille de route, pour identifier des sujets prioritaires qui permettent, entre autres choses, d'aller chercher de l'argent. Et puis, des territoires, on imagine de labelliser le moment venu des territoires bleus solidaires, c'est-à-dire des gens qui feront tout bien comme il faut, à la fois du bleu, donc de l'écolo, de l'environnemental, du climatique, et puis du solidaire, parce que c'est sympa de faire de l'écologie, c'est sympa de faire de l'environnemental, c'est sympa de faire du climatique, mais si on oublie les gens, c'est un petit peu embêtant. Donc, qui associe véritablement les communautés locales à un développement inclusif. Voilà, je pourrais aussi vous parler d'une plateforme de crowdfunding qu'on est en train de monter, je pourrais aussi vous parler d'autres choses. Peu importe. L'idée centrale, c'est à chaque fois de créer des lieux ou des concepts qui permettent de se rencontrer sur des initiatives durables, de ne pas se limiter à l'effet réseau, de ne pas se limiter à un programme par-ci, par-là, ne pas se limiter à un échange de bonnes pratiques, véritablement travailler structurellement pour la création d'une Méditerranée de l'ESS et pour que cette Méditerranée de l'ESS soit un pont, soit une multitude de ponts intercontinentales, une verticale eurafricaine, ça peut être une horizontale québéco-coréenne, ça peut être des diagonales, ça peut être beaucoup de choses, mais on a besoin de travailler ensemble et plus on créera de lieux, que ce soit à Mayotte, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Tunis, parce que j'ai peut-être oublié de dire que Darès était à Tunis, mais je ne crois pas, que ce soit à Barcelone, qu'on puisse… j'aime pas le côté galvaudé, mais qu'on puisse vraiment changer d'échelle et comme le dit avec subtilité ou l'a écrit un jour Jérôme Sédier, le président de l'ESS France, que l'ESS se confronte à des choses qui la dépassent. J'aime bien cette formule. On aime bien souvent se confronter à nous-mêmes ou aux voisins. Confrontons-nous une bonne fois à des enjeux qui nous dépassent. C'est pas facile, c'est pour ça qu'ils nous dépassent, mais c'est plutôt ça qui est stimulant. Voilà. Alors, merci Frédéric, Frédéric pour cette intervention assez, je ne sais pas comment dire, mais ça mélange d'informations et de rhétorique. On peut dire cette très courte intervention de Frédéric. Mais c'est super, c'est super. Alors, c'est super qui est bien. Du coup, merci à toi, Frédéric. C'était très bien. Tout ce que vous faites en Méditerranée avec tout ce maillon-là d'acteurs et de concepts. C'est un mélange, en fait. Et j'arrive pas justement à détecter. Ouais, c'est compliqué. Nous-mêmes, souvent, on ne sait pas qui on est. On est un ovni, un objet flottant non identifié. C'est bien, c'est super. On espère en tout cas que cette diversité voilà, puisse permettre de vraiment mettre en avant l'ESS, puisque c'est ce qui est important, et surtout l'intercoopération, les partenariats multipartites, c'est vraiment le centre des enjeux actuellement. Et c'est très bien. Alors, on a une question fil rouge qui passe. Quelle action ou stratégie les individus, gouvernements, groupes, sociétés, pays devraient adopter pour parvenir à un monde meilleur et plus inclusif? Quelles sont les actions clés à promouvoir au niveau local? On repasse la question à… Je peux essayer de répondre. Après, c'est ce qu'on disait. Après, c'est
effectivement, on a tous envie, on va tous vers là. Après, c'est une lourde tâche, hein. Personne n'aura la prétention de dire qu'il va y réussir, mais en tout cas, on va essayer. Et ce que je disais, c'est voilà, c'est nous, en tant que région, en tant que collectivité locale, en tant qu'action publique, c'est soutenir l'émergence des projets ou soutenir dans le développement de projets qui vont euh, dans le sens de lien social, dans le sens de mobilisation des acteurs du territoire. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que je dirais à l'échelle de notre action publique en tant que région Nouvelle-Aquitaine. Super, super. Monsieur Ben. Oui, merci. Merci aussi pour la question. Et les réponses peuvent être multiformes. J'ai envie de dire, il n'y a pas, c'est pas comme Coca-Cola, hein, les actions. C'est-à-dire qu'elles doivent être imaginées à l'aune de la région, de la population, de l'utilité sociale, de l'environnement au sens large du terme, hein, l'environnement écosystémique, c'est-à-dire quel environnement juridique il y a, quel économique, etc. Quelles sont les forces. Donc, c'est-à-dire que la personne qui pose la question, en tout cas pour ma part, je ne suis pas de ceux qui militent pour des actions génériques qui seraient juste à essaimer comme ça partout et ça pousse de la même manière. C'est faux, même les fleurs ne font pas ça. Donc, il y a à mon avis, ça à réfléchir. Mais en gros, les recettes, on les connaît, hein. Il faut une volonté politique, il y a un cadre normatif qui le permette, il faut un peu d'oseille. Alors, oseille, ça se traduit en anglais par oseille aussi. Il faut un certain nombre de moyens, une volonté politique pour se sentir non pas isolé et pas être dans la confrontation, beaucoup d'engagement et puis une belle idée, quoi. Une belle idée qui allie utilité sociale, impact environnemental maîtrisé, etc. Et encore une fois, nous, on est prêts, si cette personne qui pose la question se pose ce type de questions dans l'océan Indien, on est prêt à y répondre avec elle. Parfait. Merci. Monsieur Roderick. Excuse-moi, j'ai peut-être… Enfin, je me permets de vous tutoyer, Kevin, Oui. mais après, nous n'avons pas été présentés. La question, c'est quoi? Alors, quelles devraient être les actions ou les stratégies des individus, des gouvernements? D'accord, c'était la question fil rouge. OK. Mes collègues ont déjà répondu, hein. Je pense que la seule réponse, c'est de se bouger le postérieur. Et ça doit se bouger dans le bon sens, c'est-à-dire que les premiers à se bouger, ça doit être les acteurs du territoire eux-mêmes, ça doit être les individus regroupés en collectif, parce que l'individu tout seul, ça existe peut-être, mais moi, perso, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est les communautés d'acteurs, bien évidemment les pouvoirs publics à leurs différents niveaux de responsabilité et de compétences doivent être en capacité et en volonté d'accompagner ces acteurs. Et voilà, que chacun fasse son job, je dirais, à l'étage qui est le sien. Mais tout ça part d'un vrai activisme et d'un vrai professionnalisme, parce que l'activisme tout seul, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui fait forcément de l'économie. Et donc un vrai professionnalisme des acteurs pour montrer qu'ils sont performants, pour montrer qu'ils se développent en économie de marché, pour montrer que ce sont des organismes entrepreneuriaux, et puis aussi de façon plus générale de s'infiltrer partout. On est un tout petit poulpe, nous on est un bébé poulpe, mais on essaye d'être un poulpe, c'est-à-dire de mettre une tentacule, je dirais, là où il faut être, de façon à créer ce lien et de façon à mieux faire savoir qui nous sommes, ce que nous faisons et comment on peut bosser ensemble, les uns et les autres. Parfait. Action et influence. Parfait. Alors, merci à tous. Des questions du public?
Je pense qu'il Une y a M. contribution de Honoré. Monsieur Honoré Wanchi, Voilà, parfait. qui M. a Honoré partagé dit une qu'il réflexion. pense que pour lui, c'est des actions concertées entre différents acteurs au niveau territorial, soutenues par la volonté politique et un cadre normatif et structurel fondé sur les besoins locaux en ESS. Donc, il rassemble toutes les formes d'ESS, économie verte, économie circulaire, coopérative agricole, etc. Voilà. D'autres réactions dans le chat? Je ne vois pas. Alors, pas d'autres questions ni dans le live. Mais moi, j'étais curieux d'en savoir un peu plus sur le cluster de l'océan Indien. En fait, la première fois que j'en entends parler directement, enfin, en tant disons, pas partenaire de l'initiative, mais enfin, de l'intérieur. Et ma première réaction, j'étais un peu étonné parce que je me suis dit, tiens, voilà, ce sont des pays qui partagent pas forcément la même langue, qui ne sont pas dans le même contexte, même géographique, enfin, qui sont dans la même région, mais qui ne sont pas dans le même contexte géographique. Et alors, ça, je ne suis pas sûr, qui n'ont peut-être pas forcément la même tradition en ESS. Donc, je me demandais alors, soit comment ça vous envisagez du coup le partenariat et le lancement du projet, ou alors même comment, si ça avait déjà, euh, si vous avez déjà pris des mesures par rapport à ça, par rapport à cette diversité des pays slash partenaires impliqués. Merci, merci pour la question. Alors, un territoire, c'est aussi une histoire. Et une zone géographique tout autant. Si aujourd'hui, il y a une dimension francophone, anglophone, etc., c'est l'héritage de la colonisation. Avant la colonisation, c'était des espaces culturels communs. Et en l'occurrence, dans la zone où on se trouve et dans laquelle agit ce cluster, c'est l'espace Swahili. Et l'espace Swahili a des codes communs, une langue commune. À Mayotte, par exemple, je pense que je me ferais taper dessus si on m'entendait dire ça, mais je le dis quand même, c'est une forme de Swahili créolisé. Pas que, hein, mais c'est une langue à part entière, mais pas mal de Swahili créolisé. On est dans une zone qui a plus en commun que différente. L'ère moderne fait qu'au Kenya, on parle anglais et à Mayotte, on parle français, qu'au Mozambique, on parle portugais. Mais encore une fois, ça, c'est l'héritage à la fois de la colonisation sur un plan culturel, mais l'héritage aussi des cultures économiques qui se sont imposées localement. L'ESS est dans l'ADN de la population swahili. L'idée de faire commun, de faire communauté pour produire un bien et un service utile à la communauté, c'est quelque chose qui est séculaire. Alors, du coup, on aborde la question de ce cluster aussi par ce prisme-là. Alors, on le traduit évidemment dans des choses ou dans des véhicules qui sont un petit peu 2.0. On ne va pas dire, ouais, Peace and Love, Rastafari, on était tous Swahili. Non, pas du tout. On transforme ça dans des logiques où on est, où on essaie de ne pas se parler en tant que Kenyan face à un Tanzanien, où on n'essaye pas, voilà, on est des entreprises de l'ESS, on a une communauté de valeurs à proposer, on est dans des logiques de co-construction et de co-gouvernance. Ce sont nos méthodes, c'est ce qui inspire nos mécaniques d'échange dans les workshops qu'on peut proposer, dans les round tables qu'on peut monter, etc., etc. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais on part sur ce qui fait commun plutôt que ce qui distingue pour pouvoir justement traiter d'une méthodologie dédiée idoine. Et si je peux me permettre de rebondir sur ce que vient de dire Ben, c'est hyper important parce qu'on dans des pays où on est assez habitué, et encore une partie de la population est assez habituée à la culture ESS, on le perd parfois de vue. Mais l'économie sociale et solidaire, c'est
ouais, c'est des valeurs, c'est un langage commun. Ça permet de se parler, indépendamment, je dirais, de la langue. Ça permet de créer des proximités, des complicités, de laisser de côté les drapeaux, même les langues, au cas échéant, et de se centrer sur l'essentiel qui est de travailler ensemble et de construire ensemble. Et ça, c'est quelque chose, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais c'est une porte ouverte qu'au quotidien, quand on travaille un petit peu dans des environnements transnationaux, on vérifie son extraordinaire efficacité. On perd pas beaucoup de temps avec des interlocuteurs qui font partie de la famille à expliquer qui on est, d'où on vient, ce qu'on fait, etc., etc. Ça, c'est acquis. Donc, on peut aller directement, je dirais, sur le vif du sujet. Et ce langage commun de l'ESS, Maud est à la chaire de l'ami Timothée Duverger, cette république de l'ESS internationaliste, pour faire un peu de teasing pour le congrès du 10 décembre de l'ESS France. Je lui avais posé la question au président du l'ESS France, je lui avais dit, ta république, là, elle a vocation à être universelle et internationaliste ou quoi? Il m'avait dit, oh non, dans un premier temps, bon, apparemment, c'est en train d'évoluer. Et donc, cette république-là, elle est on l'appelle comme ça ou qu'on l'appelle autrement, elle a un formidable potentiel si on sait la construire, si on sait la gouverner. Parce que, bien évidemment, il ne s'agit pas que ce soit une république française. Je suis moi-même un mauvais français, puisque je suis né à Tunis, je suis de nationalité française, mais je vis à Barcelone depuis plus de 30 ans. Donc, je suis un apatride revendiqué. Mais ma patrie, c'est l'ESS. Et je pense que cette patrie-là, on est beaucoup à pouvoir s'y retrouver. Parfait, parfait. Merci à vous. Benjamin, as-tu d'autres questions? Pas d'autres questions. Je crois par contre que Maud doit nous quitter. Ouais. Oui, c'est ça, je dois vous quitter. En tout cas, merci pour cet échange. Et je sais pas, je pense que nous, on a le forum national de l'ESS dans 10 jours, mais je ne sais pas si je vous croiserai. Oui, monsieur Benzegadi? Ah non, vous venez pas. Mais en tout cas, on se… À Nairobi, mais c'est la famille qui fait Ouais. Et en tout cas, au plaisir de se rencontrer en vrai, voilà, pour travailler ensemble, comme dit Roderick. Et effectivement, c'est l'essence même de travailler ensemble et puis de s'ouvrir aux autres, voilà, pour construire toujours du projet. Voilà, en tout cas. Merci à vous et bonne continuation. À très bientôt. Au revoir, merci. Bye. Merci beaucoup. Merci. Et bravo, Madame la coprésidente. Merci. Monsieur, je sais, non, t'es pas non, moi, je suis rien, moi, je suis rien. Tu n'es rien, tu exprimes juste ta pensée et voilà. Moi, je suis dans la salle des machines. Délégué général. Il en faut toujours, hein. C'est toujours important. C'est primordial. Allez, merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, oui. Je voulais revenir, si vous me le permettez, il y a une intervention de Monsieur Honoré Ouanchi, oui, qui rebondissait sur les propos de notre collègue de Mayotte, en disant que les transplantations culturelles ont souvent du mal à réussir. Comme j'ai parlé tout à l'heure de réplication, de transfert et d'accélération du partage de l'innovation sociale, je me crois un tout petit peu autorisé à intervenir sur le sujet pour dire qu'il ne s'agit pas il s'agit jamais de faire du copier-coller. On ne peut pas faire du copier-coller. Même entre différentes régions d'un même pays, on ne peut pas faire du copier-coller. Alors, si on est en plus sur des cultures, sur des dispositifs réglementaires, qui ne sont pas les mêmes, c'est au-delà, je dirais, de tous les procès en post-colonialisme ou autres trucs de ce genre-là. C'est tout simplement pas possible. Ça prend pas. D'où l'importance quand on parle de ce genre de partage ou quand on parle de transfert, le cas échéant, d'une bonne pratique ou d'une initiative ou d'un dispositif intéressant,
c'est pas le tout d'identifier le besoin, c'est pas le tout d'identifier la solution possible. La difficulté et la magie du truc consiste à matcher les deux et à rendre quelque chose qui a pu être pertinent ailleurs, pertinent ici. Et c'est jamais une science exacte. C'est quelque chose qui demande, c'est pas non plus d'une complexité absolue, mais ça demande, on n'est pas dans la franchise, je dirais, capitaliste, on est dans l'adaptation aux réalités du territoire. Et je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit par Roderick. D'où l'intérêt justement d'appuyer ce que Ben disait tout à l'heure, de vraiment travailler en fait au cadre réglementaire et de bien comprendre en fait les écosystèmes de chaque territoire, notamment dans le cluster qui est en train d'être monté dans l'océan Indien sur l'ESS. On n'est pas bien évidemment en train de dire qu'il faut qu'au Kenya, l'ESS à la mahoraise soit implanté de la même manière. Non, il ne s'agit pas du tout de faire ça. Il s'agit d'abord de comprendre les cadres réglementaires, d'abord de comprendre les dynamiques de l'ESS dans leur territoire pour voir ensuite comment on peut co-construire à partir d'exemples qui ont déjà été éprouvés chez leurs voisins. C'est juste pour apporter un petit complément sur tout ce qui a été dit. Merci. C'est de l'inspiration plutôt que de la réplication. Exactement. Alors, merci. On a d'autres questions dans le chat ou pas? Pas d'autres questions et je vérifie le live juste au cas où ça colle. Pas d'autres questions non plus. D'accord. Alors, on a... Tout a été dit. Mais... Moi, je vais poser juste une question. C'est pas pour faire durer, mais c'est parce que maintenant il me reste plus que Mayotte, mais j'en suis ravi. Enfin, il y a Kevin aussi. Il peut nous parler aussi de sa vie et de ce qu'il fait et de ses activités. Ça serait sûrement intéressant puisqu'on est entre nous. Mais je reviens sur le truc qui m'a frappé tout à l'heure, le hub de réconciliation économique. Expliquez-nous un petit peu ce qu'il y a derrière cette formule que vous avez sûrement longuement mûrie. Ouais, elle est un peu incantatrice comme formule, mais en tout cas, on invite dans la provocation à une vraie réflexion pour le coup dans nos territoires qui sont parfois en confrontation, y compris dans la question de la création de richesse et la création de valeur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait en vérité? Est-ce qu'on le fait seul? Est-ce qu'on le fait collectivement? Est-ce que le collectif, ça veut dire juste ma famille et mes ancêtres? Est-ce que ça veut dire le village ou la ville? Est-ce que, etc., etc. L'idée, c'est que dès lors qu'on n'identifie plus les groupes, on identifie le fait que la décision, de toute façon, elle est partagée par une base qu'on pourrait définir comme étant citoyenne, c'est-à-dire de ceux qui participent à la vie de l'entreprise ou de la localité. C'est plutôt vers ça qu'on veut aller. Et pour ça, il faut créer un espace, une plateforme, un hub en anglais, qui permette de réconcilier ces antagonismes dans la création de valeur, dans la création de richesse, autour du fait que la décision, elle doit être collective si on veut que l'intérêt de chacun comme le bénéfice de tous soit préservé. Donc, c'est ça un peu ce qui se cache derrière, bien sûr, je le dis là de façon très conceptuelle, mais ce qui se cache derrière l'idée du hub de réconciliation économique, c'est l'idée qu'on réconcilie l'ensemble des initiatives dès lors qu'on met la décision collective au centre des préoccupations de tous. Ce qu'un collègue de l'Union européenne en Tunisie appelait une safe place. J'ai trouvé que le terme, non, mais c'était bien parce que c'était spontané. On était en train d'avoir un comité de pilotage justement de Darès, du programme qu'il porte, et où on essaye d'associer un petit peu tout le monde, quoi. Et qui est finalement un espace de dialogue relativement unique. Parce qu'il n'y a pas de micro, il n'y a pas de journaliste, il y a des profils, je dirais, très différents, et on peut tous, il n'y a pas de PV même, soit parce qu'on est feignant, soit parce qu'on ne veut pas mettre les trucs au PV.
justement pour que les gens puissent se parler. Et quelque chose d'aussi simple que se parler dans la diversité, sans risque, et la Tunisie est un pays démocratique, imaginons ce que ça peut être dans d'autres, c'est quelque chose, je dirais, qui était valorisé en tant que tel. Donc, je pense que c'est hyper important. Et pour être encore plus lyrique que le hub de réconciliation économique, sur une région comme la Méditerranée, hein, qui est, on le sait, hautement conflictuelle, alors qu'elle ne l'a pas été toujours, on revient là encore, à mon avis, à des portes ouvertes qui sont que la coopération, c'est la paix, alors que la compétition, c'est la guerre. Et on peut peindre ça de toutes les façons qu'on veut. À l'arrivée, le résultat est celui-là. Et le message différent, pour moi, l'économie sociale et solidaire est une économie de la paix. Et ce n'est pas pour faire des sermons ou pour faire des discours. C'est, je pense, quelque chose de très fort qui est derrière ce terme qu'on partage avec la coopération au développement, qui est la coopération. Si on veut coopérer, si on veut travailler ensemble, on est nécessairement obligé de développer des cadres pacifiques et d'éviter voilà, la concurrence exacerbée avec eux. Ça ne veut pas dire refuser la concurrence, ça ne veut pas dire refuser le cas échéant la compétition. Ne serait-ce que parce que parfois la réglementation nous y oblige, appel d'offres ou choses comme ça. Mais le fondamental, c'est quand même cette coopération, cette économie de la paix, quoi, et du bien vivre ensemble. Oui, non, je crois que c'est important, c'est compétitivité plus pour l'ESS en particulier, compétitivité plutôt compétition. C'est-à-dire que ça n'empêche pas, effectivement, comme tu le dis, il faut répondre à des appels. Voilà. Ben, on n'est pas bisounours, mais on porte un message universel qu'il ne faut pas oublier. Et je pense que ce qui a été très remarquable, un épisode qui s'est produit tout récemment, et dans le cadre du G7, où nous avions 2 candidatures pour accueillir le prochain G7, l'une celle de Dakar, l'autre celle de Sousse, et les acteurs, je dirais, de ce que j'appellerais cette stimulation réciproque, ont su de façon spontanée mettre ce qui était important, c'est-à-dire la coopération, au-dessus de ce qui était accessoire, savoir qui allait gagner. Et ça, je pense que c'est un message qui allait gagner concrètement l'événement. Et ça, je pense que c'est un message extrêmement fort qui vient de l'ESS, qui vient de l'Afrique, et qui vient sans interférence extérieure. Voilà, ça n'empêche pas d'être à la bourre, ça n'empêche pas de vouloir être le meilleur ou de faire les choses le mieux possible, mais ce n'est pas au détriment de mon collègue d'en face. C'est parce que voilà, c'était le jeu. Merci. Bon, on a fini? Oui, vous étiez en train de poser une question là et ma connexion m'a dû lâcher. Je pense que c'était à propos de l'ESS au Togo. Ouais, allez-y, allez-y. Bon, c'est un long débat, hein. On a une émulation du concept qui est prise en assaut par le gouvernement. Après, en premier forum, une conférence un petit peu à volet national organisée par l'ambassade des USA en 2017 sur les entreprises sociales, où on a invité un monsieur parti du Togo qui se retrouve aujourd'hui aux USA, qui a créé une grosse entreprise qui arrive à exposer des produits au sein du World Market à New York sous le nom de Alafia. Et donc, il est revenu, en fait, qu'on a mis un peu en erzeg en disant, ouais, l'économie sociale et solidaire, ça marche. Il en a fait, il a réussi parce que lui, il prend en fait les matières premières au Togo. Et c'est des femmes de coopératives en fait qui travaillent dans du karité. Et lui, une fois aux USA, il a en fait des pommades pour femmes, des produits de beauté, tout ça. Donc, voilà un peu. Il y avait aussi d'autres acteurs qui étaient dans le recyclage des déchets, qui étaient dans l'agriculture, et tout
ça. Donc, il y a plein de personnes qui ont participé à la conférence en 2000. C'était le 11 mai 2017. Donc, il y a une deuxième édition qui a été organisée en 2018 où l'ambassade a quasiment laissé la main au ministère du développement à la base en charge de la jeunesse qui a maintenant pris le coupole de la thématique en mettant en place le CNEJ. Le CNEJ, c'est la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes, qui est maintenant interlocuteur responsable des questions liées à l'ESS et à l'innovation sociale au Togo. Et par moment, dans son mandat, le CNEJ a créé le CERES, Centre de ressources sur l'économie sociale et solidaire. Et donc, on est encore, depuis 2017, on est encore en train de travailler durement là-dessus. Bon, vous savez, l'État, dans son fonctionnement, essaie toujours d'avancer tout seul. Et pourtant, les acteurs, l'État est obligé de travailler avec les acteurs. Mais il se passe que l'État pense qu'elle peut y arriver tout seul. Donc, si on n'est pas arrivé à un niveau où on a assez d'argent pour financer une initiative de l'État, c'est difficile d'être vu, difficile d'être confié, de se voir confier des choses. Donc, voilà un peu le niveau où se trouve la question de l'ESS. Sinon, il y a beaucoup d'acteurs aussi qui sont au niveau informel. Vous voyez un peu, donc, ils n'ont pas de reconnaissance légale, mais à travers l'ESS, ils arrivent à se faire, ils arrivent en tout cas à rouler sur un budget de fonctionnement, ils arrivent à payer des gens, à sortir des gens de la vulnérabilité, ils se sont engagés pour des causes sociales. Il y a beaucoup de ces entreprises, en fait, appartiennent à des ONG qui ont des statuts d'association de loi 1900, mais qui n'ont pas de quitus fiscal, qui n'ont pas véritablement dire que le cadre légal de l'USS au Togo n'est pas encore effectivement reconnu. Donc, c'est un petit peu le grand chantier qui reste et on attend toujours de l'État qu'il essaye d'assainir un peu ce contexte-là. Je pense qu'il y a une étude qui a été faite par l'AFD en 2019, en octobre, si j'ai bonne mémoire. Il y a une mission de l'AFD qui est passée pour consulter les acteurs et tout ça. Bon, finalement, je ne sais plus qu'est-ce qu'il en est. Donc, voilà un petit peu le résumé. On a récemment organisé encore la 4e ou 3e édition du forum de la conférence sur les entreprises sociales au Togo. Donc, je pense que le GESEF était associé. Mais jamais pourra nous en dire plus. OK, merci. Donc, si j'ai bien compris, ça a été lancé par les Américains. On est sur l'entrepreneuriat. On est sur l'entrepreneuriat social et à suivre, quoi. OK. Merci. Vous êtes au RAES? Au réseau africain? Là encore, c'est compliqué. Pas directement parce que le RAES travaille avec les réseaux nationaux. En fait, je ne sais pas, mais… D'accord. Non, mais c'était juste une curiosité en passant. Non, je vous en parle. On a un réseau national qui fait partie du RAES. Par contre, le RETES, réseau togolais de l'ESS, malheureusement, n'est jamais actif. Je fais partie du bureau, je vous dis, mais on a des difficultés à s'identifier ou même à parler de nous. Donc, on a fait un plan d'action sur lequel moi, j'ai bossé dur, des nuits, c'est sorti, validé, mais voilà. Après, bon, je me suis dit, ce n'est pas la peine de ressusciter quelqu'un qui veut mourir, quoi. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Mais, voilà. Causons. Il va se passer des choses. Sur la permission de Benjamin, hein, parce qu'il est en train d'enregistrer. Il va se passer des choses. Non, mais on n'a pas besoin de permission. On n'a pas besoin de permission en ESS. On n'a pas besoin de permission en ESS. Et il va falloir que les Africains… Non, pour les échanges, il n'y a pas de souci. Pour les échanges, il n'y a pas de souci. Non, je pense que Kevin demandait pour la session. Alors, effectivement, je n'ai pas d'autres questions. Donc, effectivement, on peut s'arrêter là. Mais on avait prévu plus de temps, mais en même temps, on avait prévu d'avoir aussi Malik Diop avec nous. Donc, c'est normal qu'on finisse un peu plus tôt. Juste pour préciser, je vois Roderick qui a partagé le lien vers le site du DARES. Et sur le site du DARES et aussi sur les réseaux sociaux de GSAF, il y a les informations concernant la session dont Roderick a parlé sur l'économie bleue solidaire un peu plus tard. Si, il me semble. On a une question. Non, mais c'est parce que je vois une main levée. Je ne suis pas l'animateur, hein, mais je vois une main levée de monsieur. On m'avait échappé.
Honoré Mwanchi de Côte d'Ivoire. Oui, Oui, je voudrais vous saluer. Vous m'entendez? Bonjour à tous. On vous entend, bonjour. Monsieur Je Honoré. vais faire une intrusion dans cet atelier parce que je ne suis pas communicateur non plus. Alors, tout à Oui, c'est l'heure, je ouvert. voudrais relever quelque chose, c'est que tout à l'heure, il y avait une petite confusion. Effectivement, Rodrigue a dû relever cela. En fait, la thématique qui était adressée à Rodrigue, c'était ma thématique à moi. C'est tellement qu'il y a eu, il y a eu comme on appelle, une incongruité, peut-être en faisant le programme, mais effectivement, c'est moi qui avais intervenu sur les inégalités socio-économique là, en Côte d'Ivoire. Et comme je suis en Côte d'Ivoire, donc du coup, j'ai dû prononcer nos pratiques. J'ai essayé de donner un peu nos différentes pratiques en économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est ce que j'ai voulu relever pour rassurer Rodrigue que vraiment, il a raison de dire que ce n'était pas lui qui était le père de cette communication, mais il a dû quand même ressortir quand même beaucoup d'aspects. Et ça, c'est déjà pas mal. Alors, pour revenir un peu, si vous permettez, à ce que Kevin Non, disait, Monsieur Mwanchi, juste pour clarifier, vous étiez intervenu dans l'atelier de lundi. de lundi Et pour cet exactement. atelier-là, ce n'était pas vous qui étiez prévu, c'était Monsieur Malik Diop, mais il a annulé. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un petit, voilà. Mais une communication n'était pas prévue, non, non. Oui, Mais ma communication. si vous voulez dire quelques mots, voilà, et présenter un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire sur cette question des partenariats au niveau territorial, vous êtes le bienvenu, hein. C'est une session ouverte et OK, voilà, c'est pour ça qu'on ouvrait aux questions aussi, hein. d'accord, Alors, merci le bien. micro est à vous. Merci. Pardonnez-moi, Honoré, juste, excusez-moi sincèrement, je vais devoir vous quitter. C'est juste pour dire au revoir. J'aurais été ravi de poursuivre ces échanges-là, mais j'ai un train qui m'attend. Donc, j'aurais préféré rester avec vous que de prendre le train, mais je dois y aller. Je vous remercie Merci. et je vous Un dis grand à merci. très bientôt. Et à très bientôt à la prochaine. Un grand Merci. merci. À Désolé, bientôt. Honoré. OK, Vraiment, non, pas de sincèrement. quoi. Pas de quoi, Ben. En tout cas, merci. Et puis, bon voyage. Merci Alors, beaucoup. moi, ce que je voudrais dire, c'est que merci également, Benjamin, de me donner l'opportunité de m'exprimer effectivement encore sur nos pratiques en la matière en Côte d'Ivoire. Effectivement, sensiblement, on a les mêmes pratiques que le Togo. On est pratiquement sur la même ligne, pour ne pas dire rouge, la ligne, la même ligne verte. Alors donc, du coup, nos économies sociales et solidaires ne sont pas véritablement encore structurées. Ça peine encore à prendre, mais plus ou moins, nous sommes en train de le construire. Et comme effectivement, on l'a dit tout à l'heure en parlant du réseau africain, effectivement, en Côte d'Ivoire, c'est maintenant qu'il y a eu la coalition ivoirienne de promotion de l'économie sociale et solidaire qui est en train de se mettre en place, qui n'est même pas encore vulgarisée. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, c'est des actions individuelles et isolées. Alors, donc, ici, il faut qu'au niveau des territoires, effectivement, c'est pour cela que dans le forum des institutions locales, ils doivent l'inscrire en bonne et due forme dans leur programme de gouvernance, en bonne et due forme, parce que c'est un pan qui est quand même isolé. Il faut le dire qu'à ce niveau-là, il importe que les institutions locales, c'est-à-dire les mairies, les régions, enfin tous les acteurs locaux, les institutions locales puissent prendre l'économie sociale à bras le corps pour que vraiment des initiatives puissent se construire autour de la structuration politique qui est mise en place. Parce que quoi qu'on dise, si ces initiatives ou ces associations, ces fondations ne sont pas vraiment mises à contribution, ça ne pourra pas avancer parce que bon, les gens confondent beaucoup effectivement dans la démarche, dans la dynamique économie sociale et solidaire et économie informelle. Parce que dans nos pays, ici en Afrique subsaharienne, il y a une confusion énorme. Et vous voyez, dans les appuis, dans les politiques d'appui et d'échange, on confond cela. Donc, quand on donne 2, 3, 4 emplois, 10 emplois à 1000 jeunes, on se dit, ah oui, eh bien, écoute, les jeunes sont intégrés socialement, il y a une inclusion sociale, alors qu'ils oublient l'essentiel, les valeurs de l'économie sociale et solidaire, qui sont fondées véritablement sur des valeurs d'équité, de justice, de réciprocité et d'entraide.
Voilà, c'est ce qui manque. C'est vraiment un peu ça. Et même dans cette construction, même de ces entreprises-là, on sent que ça balbutie encore. Alors, donc ça, je pense que c'est vraiment une recommandation ou une suggestion que je fais véritablement, si vraiment ça peut aller dans les lieux qu'il faut, c'est qu'on puisse vraiment aider à cette construction-là de cette économie sociale et solidaire qui sont institutionnalisées, comme au Canada, par exemple, puisque c'est des modèles qui ont été viables. Donc, il faut les copier, les améliorer et puis essayer de l'adapter à nos contextes. Bon, moi, je le parle aussi en tant que chercheur aussi, parce que sur le terrain, on a vu que vraiment, c'est des choses qui peinent à décoller. On est dans des formes de coworking, on est dans des formes de colocation, mais qui sont encore à l'étape embryonnaire. Mais en réalité, c'est les besoins des populations qui sont exprimés à travers ces pratiques. Ben, voilà un peu ce que je voulais dire, Kevin. Merci de m'avoir donné une petite plage pour pouvoir m'exprimer un peu sur nos pratiques ici en la matière. Merci. Merci beaucoup. Alors, oui, Roderick, Non, pas à non, lire non, je veux pas. J'ai déjà assez donné de ma personne pour faire durer. Non, mais en plus, bon, ça m'intéresse beaucoup. Sinon, non, mais je savais qu'il y avait une signification à ce geste, mais je ne savais pas. non, simplement pour rebondir sur ce que vient de dire Honoré, et pour en revenir au sujet de cette table ronde, hein, les partenariats, l'innovation, les écosystèmes, etc. Pour faire avancer l'ESS en Côte d'Ivoire comme partout ailleurs, ça viendra. Bon, je pense que les partenariats effectivement sont importants, c'est-à-dire en quelque sorte internationaliser la réflexion, la démarche, parce que ça permet souvent de faire bouger le national. Alors que quand on est en tête-à-tête avec son administration, je ne connais pas du tout la situation particulière de la Côte d'Ivoire, mais quelque chose que j'ai pu observer dans des pays aussi, comme la Catalogne, comme l'Espagne, comme la Tunisie, comme le Maroc, etc. Si vous êtes seul face comme acteur, face à votre pouvoir politique local, c'est parfois un petit peu compliqué. Et le rapport de force, entre guillemets, ou sans guillemets, n'est pas tout à fait à votre avantage. Le fait de s'inscrire dans une dimension internationale, et le G7 y contribue comme d'autres initiatives, renforce la position des acteurs locaux. Il ne s'agit pas de prendre en tenaille, il s'agit simplement d'essayer de rééquilibrer un petit peu la relation avec un pouvoir politique central, souvent tout puissant. Si vous avez aussi dans la Manche les collectivités locales, qui sont les interlocuteurs privilégiés de l'ESS sur les territoires, ça facilite aussi les choses. Donc vraiment cette notion de partenariat, de travailler ensemble, de faire ensemble, de construire ensemble, est quelque chose d'important pour ne pas attendre, je dirais, que les choses viennent, ce qui est quand même très sujet aux tribulations ou aux aléas politiques de la politique nationale. Bien, merci. Merci en tout cas, Roderick. Merci pour votre contribution, effectivement. Merci. Et sur ces paroles, juste pour finir ce que je disais, donc Roderick a partagé le lien du site CRS sur lequel vous pourrez trouver donc les informations concernant la session sur l'économie biosolidaire de ce soir. Je dis ce soir, mais en fait, mais non, c'est ce soir pour tout le monde. Avec le décalage. Oui, c'est pas très bien. Voilà. Donc ce soir sur l'économie biosolidaire. Voilà, je pense que. Alors peut-être le mot final, peut-être à Kevin ou. Quelque chose à rajouter, peut-être Kevin ou. Non, c'est bon. Pour conclure la session. Donc, merci à tous. Merci à M. Ben Lamar. Merci à Mme Maud. Merci à M. Eric. J'espère que ce petit temps d'échange nous a véritablement permis de partager un petit peu ce que fait chacun de son côté pour faire avancer l'intercoopération pour la promotion de l'ESS. On espère en tout cas que tous ceux qui nous ont suivis ont pu quand même tirer véritablement profit de cette séance.
Portez-vous bien. À nous retrouver peut-être après la pandémie, à la prochaine assemblée, au prochain GSF. Je vous souhaite bien sûr depuis chez vous. Allez, bonne suite de journée.